Bonjour à toutes et tous en ce jour de printemps. Et pour la troisième séance donc, du cycle sur résistance des femmes au singulier et résistance de la société au pluriel. Donc, cette troisième séance, en fait, nous permet d'entrer dans une institution qui est l'éducation nationale, qu'on ne peut pas vraiment suspecter de misogynie ou d'inégalité apparente, puisqu'il y a eu beaucoup de réformes, bon, le collège unique, l'introduction des centres de documentation pour compenser les inégalités d'accès à la culture, les zones d'éducation prioritaire pour donner plus à ceux qui ont moins. Mais peut-être que ce n'est encore qu'une apparence et que quelqu'un comme Loïc Zerdaeli va nous montrer que c'est un peu plus compliqué, ce problème des rapports entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Alors, je présente Loïc, qui est donc maître de conférence à l'IREDU de Bourgogne. Donc, l'IREDU, c'est un institut d'économie de l'éducation, mais il participe également à la formation des enseignants à l'INSPE, Institut national supérieur des personnels enseignants, si je ne me trompe pas. J'ai un peu perdu le fil dans toutes les nominations successives. Et voilà, donc merci beaucoup Loïc parce qu'il a su s'adapter à toutes nos incertitudes dues bien sûr aux conditions sanitaires et il a toujours suivi, donc merci encore et voilà. Donc il va nous parler pendant 3/4 d'heure à peu près, donc, et puis on pourra le libérer après toutes vos questions pour midi. Voilà. Merci Christiane pour cette présentation. Alors, je vais essayer de partager, j'ai préparé un support parce que voilà, c'est toujours, alors c'est pas forcément indispensable en présentiel, mais ça le devient en distanciel. Alors je vais essayer, vous allez me dire si tout fonctionne. Est-ce qu'il apparaît du coup Oui, ouais, ça marche. très bien, bon bah super. Je tiens aussi à débuter cette présentation par des remerciements, en tout cas pour remercier les membres de l'Université populaire du 14e pour l'invitation et tout particulièrement Christiane Eteve et Muriel Rochu pour l'intérêt, en tout cas porté à la question de l'égalité et de l'égalité filles-garçons, en effet, dans un cadre scolaire. Et peut-être encore un peu plus précisément à partir du cas de l'éducation physique et de l'éducation physique et sportive. Alors, vous avez parlé de l'institution scolaire. Enfin, pour information, alors l'EPS a circulé entre différents ministères, notamment et tout particulièrement la jeunesse et sport et le ministère de l'Éducation nationale. Et je replacerai du coup l'intervention dans le cadre de l'éducation nationale. Elle a été réintégrée au ministère de l'Éducation nationale en 1981 et l'est toujours aujourd'hui. Mais l'histoire montre que les choses ont pu bouger de ce point de vue. Mais en tout cas, l'éducation physique et sportive qui peut fonctionner en tout cas comme un effet loupe sur la question de la mixité et de l'égalité en raison de sa spécificité scolaire. Et cette spécificité scolaire, c'est celle qui est en lien, qui fait le lien d'ailleurs avec votre précédente conférence, c'est la spécificité de la mise en jeu de corps et de corps sexués sur les terrains de sport et les terrains d'éducation physique, où cette mise en jeu dévoile certains aspects qui ne sont pas forcément visibles lorsque les élèves sont assis sur des chaises dans des salles de classe. Alors, c'est à la fois une spécificité qui a pour objet le corps et qui a pour objet le corps qui s'exerce dans des activités motrices et des activités sociales. Et deuxième point important, dont beaucoup sont issus des pratiques sportives. L'éducation physique est devenue officiellement sportive dans les années 60, même si plusieurs historiens ont montré que c'est un processus qui doit être envisagé sur la longue durée. Je pense notamment au travail de Pierre Arnaud. Mais du coup, en tant que discipline scolaire, l'EPS participe, comme les autres disciplines, peut-être de manière plus visible, mais ça reste à discuter, à la transmission en tout cas des normes culturelles et des normes sociales, et du coup aux effets de production ou de reproduction des normes attendues pour chacun des sexes. Alors voilà pour un petit ancrage, et puis en tout cas je suis doublement ravi de débattre avec l'ensemble des participants et des participantes ici présents, parce que voilà, dans cette logique de partage de nos savoirs respectifs.
conformément aux orientations de la charte de l'UP14. Et je suis aussi ravi d'intervenir dans la continuité de Florence Rochefort, puisque la question du genre imprégnera cette intervention, et aussi de celle de Georges Vigarello, dont les travaux sur le corps font autorité, mais aussi dont le parcours depuis l'éducation physique et sportive incite au plus grand respect. Alors, je vais diviser la présentation en 4 temps. Un premier temps rapide de questionnaire introductif pour faire connaissance. Ensuite, on basculera sur la mixité en EPS et nous irons progressivement sur des controverses autour des questions d'égalité. Et j'en retiendrai notamment 2. Celle qui met en tension l'égalité formelle et l'égalité réelle, que j'illustrerai à travers les concours de recrutement au professorat d'EPS, et une autre controverse qui met en tension l'égalité et l'équité, plutôt dans cette perspective d'égalité des chances. Voilà, avant d'ouvrir sur une perspective potentiellement heuristique, celle issue qui nous vient des sciences politiques, à savoir l'égalité sans condition dans la continuité des travaux de Réjeanne Sénac. Alors, un petit questionnaire introductif. Alors, on va tester, c'est l'outil. On va voir si cela fonctionne. Alors, il y a 6 questions. Donc, alors, je vais essayer de le lancer. Et je le lance tout de suite. Alors, première question. Alors, je ne sais pas si elle apparaît pour vous et si vous pouvez, du coup, vous positionner. Aujourd'hui, le taux de scolarisation des filles dans le secondaire est plus élevé que celui des garçons. Je vois que le questionnaire apparaît puisque vous commencez à voter. Donc, est-ce que le taux selon vous, est-ce que cette affirmation est vraie? Est-ce que cette affirmation est fausse? Je vous laisse quelques secondes et c'est très bien parce que je vois que vous êtes très réactif et très réactive et donc c'est super. Bon, l'outil Muriel fonctionne très bien. Merci pour la mise en ligne. Est-ce que, donc, alors, je vous laisse encore une dizaine de secondes, mais en tout cas, on voit que pour l'instant, vous vous positionnez en tout cas davantage du côté du vrai. Et malheureusement, je me fais au sondage, mais malheureusement, ce n'est pas vrai, puisque si l'on regarde, alors vous allez me dire, on peut regarder les différents taux. Alors, ce sont des chiffres là que je vais vous présenter qui sont soit issus des données de l'INSEE, soit issus des données du ministère de l'Éducation nationale, enfin, voilà, au niveau des sources, donc des statistiques en tout cas officielles. En tout cas, le taux de scolarisation des filles est sensiblement identique dans le secondaire, on va considérer jusqu'à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, entre les filles et les garçons, même si on peut, et c'est peut-être ce qui a guidé les réponses, identifier plusieurs points de rupture, et notamment un point de rupture qui est celui de l'entrée à l'université, et un second point de rupture qui est celui de la sortie au niveau du master. Parce qu'en effet, si on déplace en tout cas la loupe, si on déplace la focale et si l'on se centre sur l'enseignement supérieur, vous avez entièrement raison. Par contre, les femmes sont majoritaires dans l'enseignement supérieur. Pour donner un chiffre, le dernier chiffre de 2019, et c'était la même chose au début des années 2010, il y a environ 56% d'étudiantes, enfin 56% des étudiants de l'enseignement supérieur sont des étudiantes. Mais ensuite, lorsque l'on va dans les différentes filières, eh bien, les femmes sont minoritaires. Dans les filières les plus sélectives, elles sont par exemple 40% en classe préparatoire aux grandes écoles, 40% également dans les filières scientifiques. Et même si les taux tendent à se rééquilibrer à l'issue du master, il y a quand même moins de femmes que d'hommes parmi les doctorants et les doctorantes. Voilà pour la première question. Alors, mince. J'ai forcément fait partir le sondage. Ah, il est ici. Je relance avec la question 2, qui est la suivante. Alors, on va faire un lien entre scolaire et éducation physique à chaque fois sur différents taux. Est-ce que selon vous, le taux de pratique sportive des filles et des femmes varie selon le milieu social? Que c'est vrai, qui pensent que c'est faux. Alors, pour l'instant, on a une écrasante majorité de vrai. Je vous laisse encore une dizaine de secondes.
Le taux de pratique sportive des filles et des femmes varie selon le milieu social. Si on arrête les votes maintenant, vous êtes 80%, enfin voilà, 17 personnes à répondre vrai. Eh bien, vous avez raison, puisque le taux de pratique sportive des filles et des femmes varie selon le milieu social. Alors, on pourrait distinguer voilà, différents espaces. Hein. L'espace fédéral, tout d'abord, hein, et réglementairement, toutes les pratiques, ou quasiment toutes les pratiques, hein, sont ouvertes aux deux sexes. Mais alors, voilà, c'est vrai, mais depuis peu, hein, puisque, par exemple, au début des années 80, le stade de la conquête, hein, de la conquête sportive n'était pas révolu, hein, pour les femmes. Certaines disciplines, je pense par exemple au lancer de marteau, au lancer à la perche, mais aussi des fédérations entières, hein, comme la boxe anglaise ou le rugby, hein, leur demeuraient réglementairement fermées. Hein, par exemple, la Fédération française de rugby n'a été ouverte aux femmes qu'en 1989. Alors aujourd'hui, toutes les pratiques sont ouvertes indistinctement ou quasiment aux deux sexes, mais dans les faits, le sport reste une affaire d'hommes. Catherine Louveau a particulièrement étudié cette question. Hein. Voilà, plus d'une fille sur deux, elle montre qu'au début des années 2000, en tout cas, plus d'une fille sur deux pratique régulièrement une activité sportive en dehors du cadre scolaire. Mais à l'âge adulte, les femmes ne représentent plus qu'un tiers des effectifs des licenciés sportives. Alors, que s'est-il passé? On pourrait discuter, hein, sur les questions de goût, questions de socialisation différenciée. Bon, vous imaginez que j'argumenterai voilà, sur le registre de la socialisation différenciée. Mais lorsque l'on croise, enfin, voilà, et notamment parce que lorsque l'on croise la catégorie sexuée et la catégorie sociale, eh bien, en dehors du cadre scolaire, on se rend compte que les adolescentes qui ont le plus de probabilités de pratiquer sont celles dont les parents sont les plus diplômés. Et même lorsque l'on rentre dans le cadre scolaire, et je pense notamment à l'UNSS, vous savez, l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire, donc c'est la fédération, c'est le sport scolaire à l'école, hein, anciennement nommé ASU. Pour information, c'est la troisième fédération multisport la plus féminisée, hein, en France. En témoigne, voilà, on est grosso modo à 40% de filles depuis 2012. Alors, je ne suis pas remonté au-delà, mais depuis 2012, voilà, c'est un taux qui est plutôt stable. Et bien, parmi ces filles, on se rend compte que les filles des milieux populaires pratiquent moins que celles venant des milieux aisés. Et cela malgré un coût d'inscription, hein, relativement faible, hein, puisque bon, cela dépend des établissements scolaires, mais on est dans l'ordre d'une vingtaine d'euros pour une diversité d'activités physiques, sportives et artistiques qui peuvent être pratiquées. Eh bien, on se rend compte que les filles des milieux populaires viennent moins que celles venant des milieux aisés dans le cadre scolaire. Une troisième question. Alors, sur le baccalauréat, hein, et la réussite au baccalauréat, donc avec l'ancienne formule du baccalauréat, hein, je me positionne sur l'ancienne formule du baccalauréat, pas celui de la réforme 2020, les filles étaient surreprésentées dans les filières scientifiques des séries générales. Plusieurs réponses peuvent être sélectionnées. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et d'ailleurs, elles y réussissent mieux que les garçons. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, mais leur taux de réussite y était moins élevé que celui des garçons? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est faux, mais que leur taux de réussite y était plus élevé que celui des garçons, ou que c'est faux, mais car elles étaient surreprésentées dans les filières littéraires? Merci, hein, pour votre réactivité, enfin, notamment sur cette question qui, les modalités de réponse sont plus variées. Je vois que tout le monde a quasiment répondu. Voilà, c'est assez stable sur les faux et vous avez entièrement raison, puisque c'est faux et pour les deux raisons que vous avez sélectionnées. Alors, j'ai regardé, voilà, hier j'ai mis à jour mon dernier tableau et j'ai regardé les chiffres, hein, du bac 2019. Hein, eh bien, lorsque l'on regarde les chiffres du bac 2019, les filles ne sont pas surreprésentées, hein, dans les filières scientifiques, hein, des séries générales. Elles sont surreprésentées dans les filières littéraires, hein, des séries générales. Mais par contre, au-delà de la distinction des filières, on peut regarder les taux de réussite et on se rend compte que quelle que soit la filière, quelle que soit la série et d'ailleurs quel que soit le type, hein, de baccalauréat, les filles réussissent mieux que les garçons au baccalauréat.
Alors, on pourrait remonter, hein, j'ai pris le baccalauréat, mais on sait, les travaux en sociologie de l'éducation montrent que les filles sont moins souvent en retard scolaire que les garçons, qu'elles ont aussi de meilleurs taux de réussite au brevet, qu'elles s'orientent davantage que les garçons vers l'enseignement général et technologique, mais que des distinctions ensuite apparaissent dans le choix des filières. Et d'ailleurs, bon, on manque de recul, mais il semblerait que cette distinction perdure suite à la réforme 2020 hein, du baccalauréat, même si cette nouvelle formule floute un peu par rapport à la question des filières. Mais on retrouve, voilà, les filles sont, si on prend uniquement les filières scientifiques, les filles vont davantage s'orienter en SVT, tandis que les garçons vont davantage vers les mathématiques, physique, chimie, qui ouvrent, par exemple, d'autres perspectives sur l'entrée à l'université. Bon, pour le dire autrement, une meilleure réussite scolaire des filles, mais des orientations différenciées, et une meilleure réussite scolaire des filles qui ne va pas être ultérieurement capitalisée dans la sphère professionnelle. Alors, toujours sur cette question des réussites, je bascule sur une quatrième question, sur l'EPS. Alors voilà, les filles réussissent mieux hein, au baccalauréat, quelle que soit la filière, mais si on prend la discipline EPS, eh bien, selon vous, est-ce que cette affirmation est vraie? Les filles obtiennent en moyenne 1 point de moins que les garçons au baccalauréat, et je parle du baccalauréat général et technologique. Vous êtes les 2 tiers à avoir voté, donc en effet, on est dans le je ne sais pas. C'est vrai que c'est assez ciblé, donc je comprends tout à fait. Mais en tout cas, vous pensez que cela est vrai, sinon en majorité. Donc voilà, vous êtes la moitié à penser que c'est vrai. Une personne sur deux pense que c'est vrai. Alors, c'était vrai il y a quelques années, mais c'est faux aujourd'hui. Alors, il y a un chiffre qui marque hein, les esprits et qui a marqué les discours. C'était notamment, ça a été mis en lumière par les travaux de Cécile Vigneron en 2006 et qui montrait qu'en effet, au début des années 2000, hein, il y avait 1 point d'écart entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, il persiste en tout cas cette domination masculine. Alors, je mets bien sûr des guillemets à masculine en EPS, mais l'écart tend à se réduire, mais il demeure quand même un demi-point d'écart en faveur des garçons. Donc voilà, ce qui fait aussi l'une des spécificités de l'EPS, c'est que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, mais elles sont davantage en échec en EPS que les garçons. Voilà, et cela à tous les niveaux de la scolarité, parce que je vous parle du baccalauréat, mais je pense aussi au travail de Sylvie Coupé, qui a montré que cette tendance pouvait être également vérifiée au premier niveau de l'école primaire et avec une étude qu'elle a réalisée en classe de CP. Donc, des filles, des garçons qui réussissent mieux en EPS, mais qui sont davantage en échec à l'école, et inversement pour les filles. On pourrait rentrer également dans des écarts de notes en fonction des types d'activités. Hein, je pense aux activités duelles ou aux activités collectives d'opposition, où on est à beaucoup plus qu'un point d'écart. Et inversement, sur des activités type STEP, activités artistiques, où les filles voilà, là, ont tendance à dominer. Donc, quelque chose voilà, qui rejoint des représentations sexuées des activités telles qu'on peut les connaître en dehors du cadre scolaire. Avant-dernière question, et puis on aura terminé cette phase de prise de connaissance sur, je bascule voilà, des taux de scolarisation et des taux de pratique sportive aux réussites des uns et des unes à la question professionnelle, et notamment à la question des revenus. Alors, est-ce que dans le secteur public, les enseignantes perçoivent le même salaire que les enseignants? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce que vous pensez que c'est faux parce que les enseignantes perçoivent en moyenne un salaire net supérieur à celui des enseignants, ou inversement, un salaire net inférieur à celui des enseignants? Alors, tout le monde a répondu, quasiment tout le monde a répondu, et vous pensez en majorité que c'est vrai et que c'est même une spécialité de la fonction publique. Alors ça, c'est quelque chose, en effet, alors vous allez me dire, voilà, parce que je vais prendre le contre-pied, ce n'est pas vrai, c'est faux, hein, si on considère en moyenne. Alors c'est vrai sur hein, les grilles de la fonction publique, puisque les grilles salariales sont indifférenciées selon le sexe.
Mais lorsque l'on regarde ce qui est effectif, les revenus, en tout cas, en 2015, en tout cas dans le secteur public, je fais référence à cette étude, une enseignante titulaire perçoit en moyenne un salaire net inférieur de 14% à celui d'un enseignant. Alors ça, c'est quelque chose qui, dans le cadre de la formation, parce que j'interviens en effet dans le cadre de la formation des enseignants et des enseignantes, c'est quelque chose qui interpelle, et bien sûr, et vous aurez entièrement raison de m'interpeller sur les grilles qui sont les mêmes. Oui, mais lorsque l'on aborde des choses de manière un peu plus globale, lorsque l'on fait dialoguer la sphère professionnelle avec la sphère familiale, on se rend compte que les contraintes ou les possibilités ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les unes. Alors, cet écart est donc de fait que l'égalité de droit, ça nous amènera à questionner cela, entre les sexes n'est pas forcément une égalité de fait, même dans la fonction publique. Et même du côté des enseignants et des enseignantes. On peut aussi replacer ce chiffre, cet écart, plus largement dans la sphère professionnelle, puisque, voilà, vous le savez certainement, lorsque l'on regarde donc tout temps de travail confondu, tout métier confondu, on sait que les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. Alors, le facteur explicatif, c'est pareil au sein de l'éducation nationale, c'est le temps de travail. On sait que les femmes sont davantage concernées par le temps partiel, par exemple. On sait que les missions et les heures supplémentaires sont davantage prisées par les hommes. Alors, tout cela joue sur les bulletins de paye à la fin du mois. Mais lorsque l'on est là aussi dans la sphère professionnelle au-delà de l'éducation nationale, lorsque l'on compare uniquement les salaires à temps complet, on se rend compte que les femmes perçoivent 14% de moins que les hommes. Et là où cela devient encore plus intriguant, c'est qu'il existe même un écart à poste équivalent et à expérience équivalent. À poste et à expérience équivalent, eh bien, les femmes touchent 9% de moins, en général, en moins que les hommes. Alors, cette différence de traitement qui pose la question d'une discrimination pure, je mets des guillemets, à l'encontre des femmes, mais avec des répercussions qui sont visibles tout au long de la carrière et qui sont visibles au moment de la retraite. Moi, j'ai réalisé une thèse sur les femmes enseignantes d'éducation physique dans le second XXe siècle. J'ai pu me rendre compte qu'en effet, que des carrières pouvaient être bloquées, un temps bloqué, notamment dans le cadre du congé maternité qui freinait, voire stoppait l'avancement dans les échelons. Donc tout cela s'agrégeant, s'additionnant, aboutit à ces écarts de salaire. Une dernière question. Alors là aussi, très ciblé. Selon vous, quel est le taux de réussite des femmes au dernier concours du CAPEPS? C'est le professorat de PS, le concours de recrutement des enseignants et des enseignantes. Pour votre information, il y a environ 60% de femmes au sein du ministère de l'Éducation nationale, dans le second degré public, pardon, excusez-moi. Si vous pensez qu'on est plus proche du 1/4 de femmes reçues au concours du CAPES, plutôt dans le cadre du tiers, de la moitié, des 2/3 ou des 3/4. Alors, vous avez quasiment tous et toutes voté. Alors, votre positionnement est intéressant puisqu'il est conforme aux chiffres de l'Éducation nationale. En effet, il y a 60%, plus exactement 58% de femmes parmi les effectifs dans le second degré public. Eh bien, lorsque l'on regarde ce qui se passe au CAPEPS, eh bien là aussi, comme les taux de réussite, comme les écarts de réussite en défaveur des filles au baccalauréat, eh bien, le bon chiffre était 36%. Excusez-moi, là, il n'apparaît pas là-dessus. Donc, on est plus proche du tiers, un tiers de femmes recrutées aujourd'hui au professorat de PS, donc qui questionnent à plus long terme de manière plus prospective sur la mixité de cette communauté professionnelle. Je ne vais pas aller trop loin sur la discussion, puisque voilà, j'ai pu étudier les candidatures et les recrutements au concours du CAPEPS depuis 1981, depuis que l'EPS a réintégré l'éducation nationale. Pour votre information, le concours du CAPEPS est devenu mixte en 1989. C'est le dernier concours qui est devenu mixte par rapport à toutes les autres disciplines. Et on se rend compte que depuis 1989, on assiste à une masculinisation croissante et surtout récente du professorat d'EPS. Alors,
Bon, je vous mets cette diapo parce que ça, c'est une manière d'insister, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup voilà, avec mes étudiants. On se rend compte, voilà, Christiane disait, est-ce que dans cette institution scolaire, ces questions d'égalité ne doivent pas être posées? Est-ce qu'on est dans un espace neutre, dépourvu d'inégalités? Ces quelques chiffres, on pourrait aller beaucoup plus loin, montrent qu'il existe encore des inégalités et de fait qu'il est nécessaire de continuer à questionner la mixité et l'égalité, même dans la fonction publique, même au sein de l'éducation nationale, où l'ensemble des textes officiels, où l'ensemble des discours enseignants se positionnent, bien sûr, du point de vue de l'égalité. Alors voilà pour ce premier temps. Et voilà, je bascule sur mon second temps pour vous dire que la mixité est une thématique durable en EPS, une préoccupation durable en EPS. Alors, avec une nuance près, une préoccupation durable depuis que la question est posée, vous me direz. Et cette question est principalement posée depuis les années 80, ce qui nécessite un bref détour. Je vais faire un rapide détour historique pour voilà, insister sur ce qui caractérise l'EPS, c'est quand même l'héritage de la séparation des corps et l'héritage de la séparation des corps sexués en EPS et à l'école, mais je dirais même en EPS plus qu'à l'école. Alors, on voit que c'est une préoccupation persistante. Je vous ai mis là le dernier sujet de l'agrégation externe d'EPS qui est tombé là il y a 2 semaines. Et ce sujet était le suivant, donc une citation de Marie-Thérèse Ekem de 1944 et qui questionne voilà, une certaine forme de spécificité de l'éducation physique féminine. Et on voit que la question porte sur la formation et la prise en compte des différences sexuées. Donc voilà, cette question est prégnante en EPS parce que c'est comme je le disais en introduction, elle est prégnante parce qu'en EPS, il n'est pas possible d'ignorer l'évidence, je mets des guillemets, mais de la différence des sexes. La mise en jeu des corps et des corps sexués dans le cadre physique, sportif et artistique renvoie systématiquement les élèves à leurs différences et à leurs différences en tant que filles ou en tant que garçons. Alors, ce bref détour historique pour rappeler que l'héritage, c'est celui de la séparation des corps et que les corps sont restés séparés jusqu'au milieu des années 70, avec notamment ce lien avec la loi Abi en 75 qui a officialisé la mixité à tous les niveaux de l'enseignement, avec des exceptions, dont et l'une des exceptions, c'était les cours de PS, vous imaginez bien, puisque la mixité a pris un certain retard par rapport aux autres disciplines en EPS. Des cours qui sont restés séparés au-delà de la loi Abi. Alors, quels étaient les éléments de justification Il y avait bien sûr cette norme scolaire de séparation des sexes. Vous allez me dire pourquoi l'EPS serait devenu mixte avant les autres disciplines. Non, il n'y a aucune raison et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais aussi des résistances spécifiques en EPS qui relèvent plutôt de l'ordre moral. Vous imaginez combien il pouvait être amoral de regrouper des filles et des garçons, de faire le jeu d'une certaine proximité des corps, et notamment de corps d'adolescents ou d'adolescentes, combien il pouvait être amoral qu'un enseignant homme enseigne à une classe de filles, et inversement, qu'une enseignante, plus qu'une enseignante enseigne à une classe de garçons, mais aussi une fragilité supposée, ou réelle, mais une fragilité en tout cas supposée du corps féminin, et une vulnérabilité supposée plus grande pour les filles et les femmes. Autre élément qui a justifié en EPS ce maintien de la séparation des corps, c'est ce travail par certaines actrices de l'EPS, certaines actrices majeures. Je pense à Yvonne Surel, je ne sais pas si le nom vous parle, Mireille André Fromentel. Yvonne Surel qui a été la directrice de l'ENSEP jeune fille des années 40 à la fin des années 60 et qui a, donc l'ENSEP, École normale supérieure d'éducation physique, qui était située à Châtenay-Malabry pour les jeunes filles, et qui a défendu la diffusion d'une spécificité d'une éducation féminine, d'accord, avec un refus d'intégrer les activités sportives, une opposition à l'intégration des activités sportives pour les filles. Voilà, avec la valorisation d'une EP dite spécifiquement féminine. Malgré tout, lorsque
milieu scolaire est progressivement devenu mixte, hein, puisque la loi Haby a certes officialisé la mixité dans les années en 75, ou plutôt les décrets d'application de la loi Haby, les décrets d'application qui datent de décembre 76, n'a fait qu'acter un processus qui était engagé bien en amont, mais qui s'est accéléré durant les années 60-70. Eh bien, certaines actrices, là aussi, que l'on peut qualifier de majeures en éducation physique, ont fait état, durant ces années 60-70, d'un souhait de mixité en EPS. Je pense à Annick Davis, qui a été une enseignante d'EPS nommée dans un lycée de filles en 1961 et qui fait probablement partie de l'une des premières, mais qui, dans une demande de mutation en 68, demande explicitement à muter pour aller dans un de ces nouveaux collèges, les collèges d'enseignement secondaire qui sont mixtes dès leur création, pour avoir des classes mixtes. C'est explicitement ce qu'elle note sur sa demande de mutation. Elle fait partie des premières enseignantes, puisque la tendance était plutôt au refus de la mixité en EPS. Je pense également à Claude Pujadrenaud, qui, à l'IREPS de Paris, Institut régional d'EPS de Paris, donc centre de formation, a ouvert en 1970 un groupe d'expression corporelle. Et ce groupe d'expression corporelle était ouvert indistinctement aux filles et aux garçons, enfin aux femmes, aux hommes, aux étudiantes et aux étudiants. Voilà. Mais ce groupe était ouvert en mixité, mais il était renvoyé à l'extérieur des heures. Alors, c'est pas la maquette, j'ai dire des heures de maquette, mais il était cantonné à l'heure du déjeuner, voilà, disait-elle, pour ne pas empiéter sur les compétitions sportives et les activités imposées, les activités sportives qui étaient de rigueur. Je peux penser aussi, nous pouvons penser à Eugénie Dejean. Eugénie Dejean, donc autre niveau, qui a été inspectrice, qui était alors, en tout cas à l'époque, inspectrice pédagogique EPS, et qui a organisé probablement le premier stage institutionnel de formation sur la mixité à Châtenay-Malabry en 1974. Donc, autant du point de vue des enseignantes, Annick Davis, que des formatrices, Claude Pujadrenaud, que de l'inspection, un souhait de mixité qui provient de femmes investies, engagées dans la sphère professionnelle de l'EPS. Alors, plusieurs travaux se sont questionnés sur la séparation des sexes en EPS et un certain consensus peut être soulevé, je pense au travail de Michael Attali, Cécile Autogali, Jean Saint-Martin, qui ont montré que la séparation des sexes en EPS était, plutôt que le fruit d'une spécificité disciplinaire, pouvait être aussi considérée comme le symbole des résistances scolaires à la mixité. On sait que l'école est devenue mixte, mais elle n'est pas devenue mixte par idéal égalitaire, elle est devenue mixte par contraintes économiques dans ces années 60 et 70. Donc, la séparation des sexes en EPS peut être vue comme un symbole des résistances scolaires à la mixité. Alors, la mixité, je vous disais, est une préoccupation durable, mais depuis qu'elle est questionnée, et elle est questionnée depuis les années 80. Elle est questionnée depuis les années 80, depuis que la mixité a été découverte en EPS. Alors, la mise en place a été lente. Je vous parlais de la loi Haby en 1975. Pour votre information, en 1979, d'après le travail de Michel Volonda, dans son mémoire de l'INSEP, c'est un mémoire pionnier sur cette question-là, eh bien, il montre qu'en 1979, une classe sur deux d'EPS est mixte en sixième et seulement 10% au niveau de la terminale. Donc, la mixité va s'installer, mais très, très, très progressivement au cours des années 80 en EPS. Et rapidement, les premiers travaux d'Annick Davis, de Michel Volonda, vont faire état d'une illusion égalitaire. Une illusion égalitaire, par exemple, dans les textes officiels, les programmes d'EPS. Un programme est publié en 1985-86. Et c'est la première fois dans l'histoire des textes officiels de l'EPS que l'on ne va plus parler de filles et de garçons, que l'on ne va plus faire de distinction entre les filles et les garçons, mais que l'on va employer le terme d'élève, le terme d'enfant. Donc un terme neutre qui va dans le sens d'une apparente égalité, ce que l'on peut appeler d'une fausse neutralité, enfin une neutralité, mais lorsque l'on regarde les faits, une fausse neutralité, et des éléments comme cela qui vont se prolonger par la suite. Alors, les travaux sur la mixité s'intensifient, intenses en EPS depuis les années 2000. Je vous positionne quelques auteurs. On peut penser au travail tout particulièrement de Geneviève Cogérino à Lyon, de Chantal Amadesco à Toulouse, de Sigolène Couchochex à Créteil, aujourd'hui Cergy. Qu'abordent ces travaux
plusieurs axes. Il y a des travaux qui portent sur l'évaluation et qui montrent que dans le cadre de l'évaluation, les attentes sont moindres pour les filles, même si elles ont des notes moins élevées que les garçons, que l'évaluation participe à la fabrication de curricula, de programmes masculins qui favorisent les garçons, des travaux qui portent sur les relations pédagogiques, où il est avéré que la quantité des interactions, la qualité des interactions est favorable aux garçons en EPS, comme elle peut être différenciée dans d'autres disciplines scolaires. Je pense à des travaux sur les interactions en maths, par exemple, des travaux sur les types de mixité qui peuvent être mis en place, d'une mixité ensemble séparée. Certains enseignants considèrent que le travail en mixité est fait si les élèves sont regroupés dans les mêmes classes, mais bon, ce que Cathy Patinet appelle une mixité juxtaposée, à une extrémité, jusqu'à une mixité réfléchie et du point de vue de l'égalité à une autre extrémité. Des travaux qui portent sur les programmations dans les établissements scolaires, puisque l'on se rend compte que les activités, encore aujourd'hui, même si cela tend à bouger, qui sont les plus programmées, qui sont les plus enseignées, sont les activités qui sont des activités d'opposition individuelle ou collective, les sports co, par exemple, et que d'autres activités qui pourraient favoriser davantage les filles, telles que les activités artistiques, les activités de pleine nature, sont peu programmées dans les établissements scolaires. Des réflexions didactiques, bien sûr, sur les modes d'entrée dans les activités, sur la connotation sexuée des activités, sur les rapports au savoir, et cela dans la continuité, je pense bien sûr au travail de Nicole Mosconi, qui avait ouvert la voie dans le cadre de la sociologie, des sciences de l'éducation, et qui se sont prolongés en EPS. En tout cas, voilà, des travaux réguliers en EPS et des expérimentations professionnelles sur le terrain, puisque lorsqu'on regarde ce qui est publié dans les revues professionnelles, il y a régulièrement des articles, des propositions sur les questions de mixité et d'égalité. Alors, la mixité, une préoccupation durable en EPS, mais des choses qui peuvent être discutées, ce que je vais essayer de faire sur les 20 minutes qui suivent. Non, pas les 20 minutes, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour partager le temps sur des controverses. Alors là, les réflexions que je veux partager avec vous sont issues d'un colloque qui a été réalisé à l'ESP de Dijon, ancienne appellation de l'INSPE de Dijon, sur mixité, égalité et pratique en EPS en 2018. Dont certaines des communications ont été publiées dans un numéro de la revue GEF, si ça vous intéresse, Genre, Éducation, Formation. Et l'objectif, c'était de faire le point sur les pratiques de la mixité. Et ce colloque, l'origine de ce colloque est un séminaire qui a été réalisé avec les étudiants et étudiantes de Master 2, MEF, EPS, donc des stagiaires en EPS, futurs collègues enseignants et enseignantes d'EPS, qui affichait un volontarisme par rapport aux questions de mixité, mais qui pouvait être gêné par les choix, les finalités qui pouvaient être poursuivies entre égalité formelle, égalité réelle, égalité et équité. Et je vais essayer de vous faire part des réflexions qui viennent d'en bas, si je peux me permettre, en tout cas des préoccupations des stagiaires, des étudiants qui entrent dans la profession. Alors, rapidement, mais on est parti avec ces étudiants de cette définition de l'égalité. C'est un principe républicain et surtout un principe qui positionne les individus dans une relation de non-domination. Voilà, c'est ce qui a fondé les discussions tout au long de ce colloque. Donc, la même chose, la même loi, les mêmes droits, les mêmes chances pour tous et pour toutes, mais un principe qui positionne les individus dans une relation de non-domination. Alors, on peut se poser la question de l'égalité par la mixité. Bien sûr, la mixité n'est pas synonyme de neutralité et donc n'est pas synonyme d'égalité, puisque dans tout rapport social se joue un rapport de pouvoir. Et on peut observer des décalages entre cette égalité formelle, qui est affichée dans les textes officiels ou dans les discours des enseignants, et de persistantes inégalités dans les faits. Alors, c'est ce que Nicole Mosconi a appelé le monde du masculin neutre, parce que la différence des sexes tend à être déniée, mais masculin parce que le genre masculin y est dominant. Et c'est ce qui renvoie à ce que les sociologues appellent le curriculum caché, c'est-à-dire ce qui n'est pas affiché dans les programmes, enseigné explicitement, mais qui est appris quand même dans le cadre scolaire. Alors, pour illustrer cette tension, les
égalité formelle, égalité réelle, les concours de recrutement dont je vous parlais sur les années 80. Je me suis intéressé aux discours syndicaux, notamment sur les concours de recrutement dans les années 80 et jusqu'à nos jours. Sur cette période où le concours est séparé, reste séparé selon le sexe dans les années 80, avant de devenir mixte en 89, puis voilà, d'être toujours mixte aujourd'hui. Alors, l'un des arguments qui était utilisé notamment par le SNEP, syndicat national de l'éducation physique, syndicat majoritaire en EPS, c'était d'argumenter pour le maintien de concours séparés en EPS durant ces années 80 au nom de l'égalité réelle. Pourquoi au nom de l'égalité réelle? Parce qu'il y avait tout d'abord à considérer des formations qui sont restées partiellement différenciées selon le sexe dans les années 80, mais aussi et surtout, selon ce syndicat, une réalité sociale incontournable, à savoir que les activités physiques, culturelles, en tout cas des hommes et des femmes, sont différentes. Donc, on se rend compte que par ces concours séparés, si l'on regarde le premier graphique, on avait quasiment, enfin, ces quotas sexués ont quasiment instauré une parité, une quasi-parité. Je sais que vous discuterez cela la semaine prochaine, durant ces années 80. Inversement, le SGEN, syndicat général de l'éducation nationale, argumentait pour une égalité formelle, une égalité de droit, et a défendu le concours unique pour les instituteurs institutrices et pour les profs d'EPS. Alors, au nom de cette égalité de droit et de cette égalité formelle qui pouvait amener ensuite à changer les pratiques. Alors, le SGEN a déposé plusieurs recours devant le Conseil d'État et c'est finalement la juridiction européenne qui a été saisie, qui a catalysé la bascule de la séparation à la mixité du CAPEPS, donc en 1989. Et lorsque l'on regarde le second graphique, on se rend compte dans les années 90 que le premier, certains ont parlé du miracle de 89. Il y a eu quasiment autant de femmes que d'hommes pour le premier concours mixte en 1989. Et cette parité avec un concours mixte s'est prolongée dans les années 90. Mais des éléments de rupture à la fin des années 90 ont fait que l'écart entre les hommes et les femmes a commencé à émerger jusqu'à s'accroître aujourd'hui. Nous pourrons revenir dessus si vous le souhaitez dans la fin. Je prends encore 2-3 minutes pour terminer. Sur ce second dilemme. Ce second dilemme, c'est celui qui caractérise les discours des étudiants et plus largement des enseignants et des enseignantes entre égalité et équité. Comment faire pour rendre cette mixité plus égalitaire? Alors, on est là, dans ce cadre-là, plutôt du point de vue des pratiques pédagogiques. Et face à l'hétérogénéité des ressources motrices des élèves, face aux inégalités de résultats entre les filles et les garçons, eh bien, ce dilemme met en balance une égalité jugée impossible sur les terrains de sport avec des pratiques de l'équité qui sont pensées plus justes et plus réalistes. Alors, les dilemmes sont finalement déplacés. Je pense au travail sur la justice et le mérite individuel. Qu'est-ce qui relève ou non du mérite individuel des élèves? Travail de Marie Durubella, aux travaux de Marie Durubella notamment. Au problème des représentations de ce qui est juste avec des écarts entre les enseignants et les élèves, d'une part, mais aussi des écarts entre les élèves, d'autre part. Et je pense aussi à un certain nombre de dérives autour de l'équité qui sont aujourd'hui présentées comme la panacée, si j'ose dire, dans l'approche de l'égalité du point de vue des pratiques professionnelles, et notamment en EPS. Quand je parle d'équité aux étudiants, je tombe. Les étudiants me citent toujours cette photo qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qu'est l'égalité, ce qu'est l'équité. Et alors, c'est un terme qui s'est diffusé en EPS dans les années 2000. Et c'est un terme qui s'est diffusé dans les années 2000. Et les résultats finalement escomptés n'ont pas été atteints. En tout cas, ça reste en demi-teinte. Les écarts de notes persistent entre les filles et les garçons. L'orientation en STAPS montre une désertion progressive des filles vers le professorat d'EPS et ces pratiques de l'équité qui exposent au risque de la complémentarité. Et je terminerai là-dessus pour ouvrir le débat sur l'équité, avec quelque chose, voilà, pour moi, c'est quasiment un aveu d'échec en EPS à faire réussir tous les élèves et dans toutes les activités, et plus largement dans le cadre scolaire, parce que ces pratiques de l'équité
positionne les filles face à un choix quasiment impossible. Est-ce qu'elles doivent faire comme les garçons? Est-ce qu'elles doivent devenir des garçons pour être considérées à égalité? Ou est-ce qu'elles doivent finalement rester des garçons imparfaits? Et je prendrai un exemple pour terminer. Vous avez probablement entendu parler ou connu, vécu la fameuse règle des 3 points ou des 1 point. C'est une règle qui revient, qui a fait beaucoup de mal aux pratiques de l'équité, selon moi, lorsqu'un but est marqué en sport collectif. On sait que les filles se retrouvent rarement dans des motricités d'opposition, donc dans une activité collective telle que le handball par exemple. Eh bien, si un garçon marque un but, le but rapporte 1 point à l'équipe. Si c'est une fille qui marque le but rapporte 3 points à l'équipe. Ça, c'est la règle typique d'équité qui a été diffusée. Mais qu'est-ce que ne dit pas cette règle et qui est appris? Eh bien, ce que ne dit pas cette règle, ce qui relève du curriculum caché mis en évidence par les sociologues, c'est que les filles ne sont pas des coéquipières comme les autres. Et si elles ne sont pas des coéquipières comme les autres, leur seul motif d'intégration eh bien, est le même que celui qui prévalait auparavant à leur exclusion, à savoir le fait qu'elles soient filles. Elles doivent marquer en tant que filles pour être considérées à égalité avec les garçons. Mais lorsqu'elles marquent en tant que filles, eh bien, elles doivent performer leurs différences, montrer leurs différences de sexe, et on s'éloigne, sous couvert de discours autour de la justice et de l'égalité des chances, de justice sociale, on s'éloigne du principe universel républicain de l'égalité. J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je veux laisser la porte ouverte au débat, donc peut-être que je vous dirai d'autres éléments par la suite, et je vous remercie de votre écoute. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Et effectivement, maintenant, la place est au débat. Alors, je crois que dans la discussion, déjà, il y a quelques petites interventions, notamment sur votre questionnaire à rapport avec le même salaire des enseignants et enseignantes, où on pose la question, donc, plus de temps partiel et moins d'agrégés. Et on pose la question, est-ce que c'est un avancement différent? Alors, merci pour cette question. L'avancement, là aussi, est le même. Alors, jusqu'aussi aux réformes là, des professions de l'enseignement, et notamment, voilà, classiquement, dans le second XXe siècle, comment se faisait l'avancement? Il se faisait de deux manières, à l'ancienneté. Les temps d'avancement sont les mêmes, quel que soit le sexe, quelles que soient les différences considérées. Mais aussi, il y avait une part, au-delà du temps d'ancienneté, il y avait une note qui était à la fois pédagogique, suite à la visite d'un inspecteur ou d'une inspectrice, et une note administrative par le chef d'établissement. Alors, cette note jouait sur le temps d'avancement. Et il s'avère, pour avoir étudié les parcours et les carrières de femmes enseignantes dans le second XXe siècle, eh bien que ces notations leur étaient défavorables, notamment dans le cadre de congés maternité. J'ai donné un premier exemple de plusieurs enseignantes qui ont pu, lors de récits de vie, mettre en évidence que lorsqu'il y avait un congé maternité, eh bien, leurs notes, notamment les notes administratives, étaient gelées. Et si elles étaient gelées, ça jouait aussi, ça ralentissait les avancements. Donc, là aussi, je pense qu'il faut distinguer les grilles, qui en théorie sont les mêmes, et les faits, et notamment par la notation qui ont pu être défavorables aux femmes, et donc des avancements qui sont plus longs pour les femmes que pour les hommes, dans le second XXe siècle, en tout cas. Alors, ça arrive au fur et à mesure. Donc, est-ce que, pardon, ça vous dérangerait d'arrêter le partage Ah oui, non, d'écran? pardon, excusez-moi. Alors, attendez, est-ce que... Voilà, hop. Ok, donc je reprends le fil de la discussion. Ok. Ensuite, petite question de compréhension à propos du taux de réussite des femmes au CAPEPS. Est-ce nombre de femmes reçues sur nombre de femmes candidates ou pourcentage de femmes dans l'ensemble des candidats reçus? Voilà. Ensuite, il y a une question sur la formation des enseignants, mais là, je n'ai pas trop compris. Revoir sur cette interrogation de notion de genre. Donc, peut-être que la personne qui a mis ça, peut-être reformuler sa question pour que ça soit un peu plus compréhensible. Autre question, dans la cour de récré de maternelle, on voit déjà que les garçons prennent toute la place et ne laissent pas les filles jouer au foot. Comment expliquer ce problème de genre aussi jeune? Alors, merci.
Alors, sur la question du CAPEPS, les taux de réussite sont sur l'ensemble, hein, l'ensemble des candidats. Donc, porte sur l'ensemble des candidats. Mais ce qui est intéressant, alors je ne l'ai pas développé, je suis allé creuser aussi du côté des candidatures, justement, en amont pour voir ce qu'il en était. Et entre ces années 80 et aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui apparaît, c'est que dans les années 80, les candidatures étaient quasi équilibrées entre les hommes et les femmes. Alors cela peut s'expliquer, vous allez me dire, par le concours séparé, hein, d'une part, mais aussi parce qu'il existait à l'entrée en STAPS des quotas, également sexués. On faisait rentrer dans les études en STAPS 60% d'hommes pour 40% de femmes. Et ensuite, dans les candidatures, on est sur les taux qui sont proches, on était quasiment dans l'ordre du 50-50. Alors, ça a aussi fonctionné comme un garde-fou, puisque lorsque le concours est devenu mixte en 1989, je vous disais, dans les années 90, il y avait quasiment autant de… Le concours est devenu mixte. Alors, voilà, si je suis les arguments du SNEP, Syndicat national de l'éducation physique, c'était de dire que si le concours devient mixte, il n'y avait pas de visibilité prospective dans les années 80. Donc, si le concours devenait mixte, cela exposait la profession à un risque de masculinisation et de désertion progressive des femmes, hein, des métiers de l'enseignement. Alors, il s'est avéré que dans les années 90, sur la première décennie du concours mixte, ce n'était pas vrai. Sur le temps court, le CAPEPS mixte a davantage profité aux femmes qu'aux hommes. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le CAPEPS est devenu mixte, mais on persistait jusqu'au milieu des années 90 des quotas à l'entrée en STAPS, des quotas sexués à l'entrée en STAPS, et on restait sur ce l'ordre de 60 à 40%. 60% d'hommes pour 40% de femmes. Deuxième élément d'explication, une plus grande réussite des femmes des étudiantes que des étudiants au concours du CAPEPS, et cela, quel que soit le moment de l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps qui est les épreuves d'admissibilité, ce sont des écrits. Alors bon, on sait la plus grande réussite des filles dans le cadre secondaire, donc cela peut aussi expliquer cela. Mais les épreuves d'admission, le second temps, pour ceux et celles qui sont retenus après les écrits, ce sont des épreuves orales et des épreuves physiques sportives. Donc on aurait pu penser que dans ce second temps du recrutement, eh bien, les taux de réussite favorables aux femmes s'écroulent. Eh bien non, les femmes continuent de réussir davantage que les garçons. Alors, les concours d'entrée en STAPS ont disparu à la fin, au milieu des années 90. À la fin des années 90, les postes qui sont restés profilés, postes féminins ou postes masculins dans les établissements scolaires, jusqu'à la fin des années 90 en EPS, ont également disparu. Donc, ce sont deux parmi les éléments, voilà des éléments parmi d'autres qui peuvent expliquer aussi la disparition, la sous-représentation actuelle et croissante des femmes en EPS. D'autres éléments d'explication qui relèvent aussi du nombre de postes qui peuvent être versés au concours. On sait notamment par les travaux, je pense aux travaux de Marie Jurubella, qui montrent qu'il y a une projection, c'est-à-dire que si les chances de réussite sont moins élevées, les femmes ont moins tendance à s'orienter dans ces filières-là que les hommes. Donc voilà, pour ces éléments d'explication, en tout cas sur le concours, on peut en rediscuter également. Et pourquoi aussi jeune? Cette question de l'ordre du genre aussi jeune. J'aime bien, il y a une citation de Colette Guillaumin qui dit que la sexuation des corps est un peu comme une formation continue qui commence dès la naissance et qui va se poursuivre tout au long de la vie. Eh bien, pourquoi aussi jeune? Parce que voilà, un certain nombre de travaux montrent que cela commence dès la naissance et même en amont de la naissance. Lorsque un bébé est né, les parents et surtout les pères ont tendance à le qualifier de manière différente, si c'est une fille ou un garçon, lorsque c'est un bébé. Si c'est un garçon, à le qualifier, tu as vu mon petit gars, comme il est… Là, je fais référence aux travaux de psychologie sociale. Tu as vu mon petit gars, comme il est fort, comme il est costaud. Et si c'est une fille, tu as vu ma petite fille, comme elle est très fin, comme elle est douce. Aussi, tout cet univers économique, voilà, dans tout cet univers des loisirs également. Il y a une expérience en psychologie sociale qui fonctionne très bien. C'était dans les années 70, c'était la photo d'un même bébé qui pleure, qui était présenté à deux groupes d'étudiants. Et au premier groupe d'étudiants, la photo était présentée comme étant la photo d'une
d'une petite fille, et donc les étudiants devaient qualifier. Donc, si les étudiants pensaient que ce bébé qui pleure était une petite fille, ils avaient tendance à dire que c'était un bébé qui avait peur. Inversement, second groupe d'étudiants, photo du même bébé qui pleure de la même façon puisque c'est le même bébé, mais photo présentée comme étant celle d'un petit garçon, eh bien, c'était la photo d'un bébé en colère. Donc, on voit qu'il y a un étiquetage de comportement et d'attitude dès le plus jeune âge, et donc ce qui peut expliquer cette socialisation différenciée selon le sexe comme apprentissage aussi tout au long de la vie. Alors, là, il y a une précision de question. Deuxième question. Il est prévu de revoir les manuels scolaires où se trouve une persistance des représentations stéréotypées de genre, donc revoir l'histoire. Y a-t-il des dispositifs officiels visant à des changements d'enseignement, visant à une égalité femmes-hommes? Alors, merci pour cette question. C'est un peu une double question sur les manuels et sur la formation. Enfin, les dispositifs, voilà, je répondrai du côté de la formation. Alors, le Centre Hubertine Auclair a développé tout un travail sur les manuels scolaires. Il existe aussi un certain nombre de travaux sur les manuels scolaires et qui montrent en effet que quantitativement et qualitativement, eh bien, les femmes sont invisibilisées, notamment dans le cadre des manuels d'histoire. Alors, il y a un manuel qui a souhaité contrecarrer cela, c'est pour une histoire mixte. Vous avez évoqué le travail de Michel Perrault tout à l'heure, enfin, les échanges avec Michel Perrault, donc, qui a été réalisé avec par Françoise Thébault et d'autres, hein, pour une histoire mixte. Voilà, pour redonner toute la place qu'elles ont pu avoir dans l'histoire aux femmes, en tout cas. Donc, il existe en tout cas de nombreuses réflexions sur les manuels scolaires et les manuels scolaires voilà, ont tendance à être scrutés avec les lunettes du genre, et ce qui fait que voilà, les choses évoluent de ce point de vue. Après, on peut être un peu plus sceptique du point de vue des formations. Alors, du point de vue des formations, comment dire? Alors, dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, il existe un certain nombre de conventions depuis les années 80. Et voilà, tous les 4 ans, 4-5 ans, une nouvelle convention est publiée avec l'idée de travailler sur l'égalité. Preuve en est la dernière convention interministérielle qui a été signée en 2019 et qui va courir jusqu'en 2024, une convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Alors, parmi les axes de travail, il y a une volonté de renforcer les formations à l'égalité dans le cadre des centres de formation des enseignants et des enseignantes. C'est aussi quelque chose qui est affiché parce que vous savez peut-être qu'actuellement, est mise en œuvre et va être appliquée à partir de la prochaine rentrée une réforme de la formation au métier de l'enseignement et des concours de recrutement. Et cette question de l'égalité et de la lutte contre les stéréotypes fait partie intégrante des axes de la réforme de la formation des enseignants. Sauf que dans les faits, il existe une étude de l'ARGEF, l'Association de recherche sur le genre en éducation et formation, l'ARGEF, qui a été réalisée par Isabelle Collet et Sigolène Kouchochex, entre autres, qui montre que la situation est très hétérogène sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a des centres de formation où des modules de formation à l'égalité sont déployés pour un nombre conséquent d'étudiants et avec un volume horaire conséquent. Il y a d'autres centres de formation où ces modules de formation n'existent pas. Donc, derrière l'idée des nouvelles INSPE, un institut national, il y a l'idée d'homogénéiser la formation sur l'ensemble du territoire. J'espère que les réformes actuelles permettront d'accroître la formation, puisque la formation des enseignants et des enseignantes, tant initiale que continue, me semble encore lacunaire. Alors, quand je dis lacunaire, pas en termes d'outils, puisqu'il existe de nombreux outils, lacunaire en termes de volume horaire et de moyens déployés pour la mise à disposition auprès des stagiaires ou des professionnels dans le cadre de la formation continue, des outils développés par la recherche ou des expérimentations professionnelles issues du terrain. Il y a beaucoup, si je dois résumer en une phrase, peut mieux faire et peut beaucoup mieux faire. Alors, autre question. J'ai l'impression que de plus en plus de jeunes se présentent comme non-binaires ou fluides dans le genre. Est-ce que cela se ressent auprès des futurs enseignants en EPS et est-ce que cela pourrait avoir un impact? Et un commentaire qui dit que pour le bac français, il vient seulement d'être ajouté au programme
depuis, et j'ai peut-être envie de dire seulement depuis 2019 ou 2020, des auteurs féminins. Mais la question, c'est effectivement sur le gender fluid. Alors, merci, c'était très intéressant comme question. Alors, est-ce que cela se ressent? J'ai envie de répondre, moi, sur qu'est-ce que ces catégorisations, qu'est-ce que ce questionnement, pardon, des catégorisations peut générer dans l'espace du sport et de l'éducation physique? Pour moi, ça peut générer. Est-ce que ça se ressent du point de vue des identités? Ça reste à discuter. Je n'ai pas de connaissances à partager malheureusement sur ce point de vue, mais par contre, mes connaissances se reportent sur la discussion autour des catégorisations dans le monde du sport. Il existe dans le monde sportif une catégorisation binaire. La binarité dans le monde du sport est particulièrement prégnante. Il y a des compétitions hommes et des compétitions femmes. Il n'est pas possible pour une femme de participer à des compétitions hommes. Cette catégorisation binaire, fille, femme, homme, fille, garçon, imprègne également le champ scolaire. Je vous parlais de l'UNSS, il y a aussi les compétitions mixtes demeurent très minoritaires par rapport à des compétitions qui séparent les filles et les garçons. Alors, quand on regarde les choses au filtre du genre, on peut considérer que les choses sont plus complexes. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de croiser des catégories. Que lorsque l'on croise les catégories sociales et les catégories sexuées, les choses sont différentes. C'est-à-dire que dans une classe, par exemple, je peux raisonner uniquement de manière binaire entre les filles et les garçons, mais une fille sportive, qui est probablement d'un milieu plus favorisé, aura probablement de meilleures réussites qu'un élève peu sportif issu de milieu populaire, par exemple. Donc, on peut croiser en tout cas les catégories. Et donc, lorsque l'on croise les catégories, ça invite à mettre en discussion et même à s'éloigner de cette binarité qui marque l'ordre sportif et plus largement l'ordre social. Je prends un autre exemple et je pense au travail d'Anaïs Boyon. Anaïs Boyon qui va intervenir, je crois d'ailleurs vendredi prochain dans le cadre des séminaires de l'IEC et qui a travaillé sur les tests de féminité. Tests de féminité dans les compétitions athlétiques. Elle a d'ailleurs publié un ouvrage passionnant qui s'appelle « Les tests de féminité » que je vous invite à lire. Ce test de féminité a été développé dans les années 60 dans les compétitions fédérales en athlétisme avec l'idée sous-jacente, je caricature, mais l'idée sous-jacente, c'est de certifier en tout cas que les athlètes, la certification, c'est de certifier que les athlètes qui se présentaient à des compétitions féminines étaient bien de vraies femmes. Alors, qu'est-ce qu'une vraie femme? On pourrait débattre là-dessus, je mets bien sûr des guillemets. Et ces tests de féminité, dans les années 60, les premiers tests étaient d'une violence symbolique énorme, puisque les athlètes devaient se présenter nus devant un comité d'experts, essentiellement constitué d'hommes. Et la simple présence d'une poitrine et d'un vagin suffisait à les certifier en tant que femmes. Alors, vous imaginez comment la violence symbolique, les tests ont évolué, sont devenus des tests salivaires, génétiques, etc. Et ce test de féminité a été supprimé dans les années 2000 seulement, d'accord? Il a été supprimé par les instances fédérales avec une petite nuance, sauf en cas de doute. Et il y a eu un cas de doute, vous avez peut-être entendu parler de Caster Semenya. Caster Semenya, athlète sud-africaine, qui, je crois que c'est au championnat du monde de Berlin en 2009, a survolé la course d'une manière étouffante pour ses adversaires. Et ce qui est ressorti le lendemain dans la presse, c'est pas qu'elle avait réalisé une performance formidable, c'est pas qu'elle avait eu un plan d'entraînement qui lui avait permis de réaliser cette performance. Ce qui est ressorti dans la presse le lendemain, c'était une mise en doute de son identité de femme. C'est-à-dire qu'elle avait les épaules un peu trop larges, elle avait un peu trop de pilosité. Lorsqu'elle parlait, sa voix était un peu trop grave. Et du coup, Semenya a été soumise à ce test de féminité. Il y a eu doute. Et ce test de féminité a révélé qu'elle était biologiquement intersexe, c'est-à-dire avec des caractéristiques biologiques de sexe indéterminé ou ne permettant pas l'identification classique mâle-femelle. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela questionne? Anaïs Boyon, du coup, dans cet ouvrage, montre que même biologiquement, les choses ne sont pas si évidentes, d'accord? Et que cette binarité n'est pas si évidente. Et que l'ordre social qui fonctionne sur cette binarité
pourrait être questionné. C'est ce que vous faites avec la question des non-binaires, gender fluid, etc. Mais aussi que les catégorisations dans le monde sportif et du coup en éducation physique et sportive pourraient être aussi questionnées et s'éloigner parce que les arguments qui fonctionnent dans le monde sportif, le premier argument, c'est celui de la fragilité biologique naturelle des corps féminins par rapport au corps d'homme, hein, au corps viril et musclé d'homme, mais c'est mis en doute biologiquement par les intersexes et donc cette minorité interroge plus largement la majorité avec l'idée de reconsidérer les catégories d'analyse et d'aller ce croisement des catégories d'analyse fait que les catégories de classification peuvent être complexifiées. On peut aller au-delà de cette binarité. Voilà ce que me suscite votre interrogation. Alors, deux autres questions. Les abus sexuels dans le sport ne sont-ils pas, selon vous, un obstacle à la mixité? Et autre question, en EPS, y a-t-il des normes officielles pour les sports collectifs, équipe mixte contre équipe mixte, ou au contraire, équipe de garçons contre garçons et équipe de filles contre filles? Et dans le concret des pratiques des profs EPS, comment ça se passe? Alors, la question des violences sexistes et sexuelles dans le sport, en effet, fait l'objet d'un certain nombre d'actualités désolantes ces derniers mois. Hein. Alors, c'est plutôt, je répondrais plutôt sur est-ce que c'est un obstacle à la mixité? C'est bien sûr un obstacle, toute forme de violence est un obstacle hein, au mélange, bien sûr, mais c'est aussi, j'appelle, ça me suscite plutôt une forme de prise de conscience aujourd'hui dans l'univers sportif de quelque chose qui existe depuis forcément bien plus longtemps. Bien plus longtemps. Donc, un certain nombre je pense à une fédération qui est peut-être un peu innovante par rapport à d'autres, la fédération en hand, hein, qui considère, qui a mis en place, qui a mis récemment en place un plan de lutte hein, contre ces violences sexistes et sexuelles, et qui est la première fédération à aussi poser la question du congé maternité pour les sportifs de haut niveau. Donc voilà, des choses, une prise de conscience récente en raison d'affaires préoccupantes et ces derniers mois. Et pour ce qui est des normes, alors on peut, je vous ai dit, du point de vue fédéral, la norme, c'est celle qui persiste, c'est celle de la séparation. Hein. Il n'y a pas de compétition possible de femmes qui affronteraient des hommes. Je pense à une skieuse, Lindsey Vonn, qui, survolant l'ensemble des compétitions dans le milieu féminin, avait demandé à se confronter aux hommes, enfin à participer aux compétitions avec les hommes. Cela lui a été refusé. Hein. Pourquoi cela a été refusé? La mixité du point de vue fédéral n'est pas possible parce qu'il fonctionne sous une forme un peu idéologique hein, dans le milieu sportif, cette égalité des chances sur la ligne de départ. Il faut qu'il y ait égalité des chances sur la ligne de départ. Mais sauf que les représentations sont les suivantes, c'est les hommes courent plus vite, lancent plus loin, sautent plus haut, donc il n'y aura pas ébalité des chances sur la ligne de départ si on mélange des femmes et des hommes. On sait, lorsque l'on croise les catégories d'analyse dans le monde sportif ou dans le monde scolaire, que des filles sportives peuvent dominantes sur des garçons peu sportifs, notamment en EPS, et si on croise les catégories d'analyse aussi dans le monde fédéral, c'est également le cas. Alors en EPS, qu'est-ce qui se passe? En EPS, bien sûr, l'EPS étant une discipline scolaire, doit répondre aux finalités hein, qui sont celles de l'institution scolaire. Et la finalité, c'est celle de la mixité et de l'égalité hein, entre les filles et les garçons. Donc la mixité fait bien sûr aujourd'hui partie hein, du fonctionnement quotidien de l'éducation physique et sportive. Sauf que il n'est pas rare d'apprendre des fonctionnements, enfin, face aux difficultés à mélanger les filles et les garçons sur les terrains physiques, sur les terrains sportifs, un certain nombre de pratiques qui persistent et qui continuent, qui peuvent, par exemple, moi j'ai un stagiaire qui, encore cette année, est revenu, m'a fait part de pratiques dans l'établissement scolaire où il était, où les filles étaient regroupées ensemble et les garçons étaient regroupés ensemble pour pratiquer de manière séparée, parce qu'il n'est pas possible de mélanger les filles et les garçons en sport.
Alors, ensuite, pour aller plus loin dans les croisements, est-ce que des études ont été réalisées sur l'influence des critères sociaux et de genre et de religion et physique? Et là, comme argument à sa question, la personne donne un exemple. Au lycée, j'avais une camarade de classe qui avait été très discriminée dans les faits et dans le discours par notre prof de PS sur son désir de devenir elle-même prof de PS, alors que c'était une femme musulmane en surpoids. Et incidemment, elle vous remercie pour la présentation. Et effectivement, pourquoi la voile, sport physique, je pense au Vendée Globe, est mixte, alors que le tennis de table, plus technique que physique, est non mixte? Alors, il existe en effet des travaux. Alors, Catherine Louveau a fait partie des premières à croiser les catégories sociales et sexuées. Hein, donc, il existe un certain nombre de travaux. C'était un élément de la diapo dans le questionnaire que je vous ai montré. Mais voilà, l'ensemble de ces travaux s'intéressaient à ce croisement catégories sociales et sexuées. Anaïs Bouillon va encore plus loin, en effet, du point de vue ce qu'on appelle des approches intersectionnelles, hein, en croisant les catégories de classe, de genre, et, et la question de alors, soit des catégories de race, hein, au sens de construction sociale, hein, entendons-nous bien, hein, parce que je sais que cela fait l'objet d'un certain nombre de débats aujourd'hui dans la sphère universitaire et politique, soit des questions de religion. Donc, en fait, il existe, voilà, Anaïs Bouillon, en tout cas, va plus loin dans ce croisement en allant au-delà des catégories sociales et sexuées, et elle étudie notamment les distinctions qu'il peut y avoir entre les pays du Nord et les pays du Sud, hein, tout en maintenant ces différents croisements. Et donc voilà, que nous apprennent ces travaux, c'est vraiment que bah, c'est une invitation à raisonner, en tout cas dans le milieu sportif d'une part et dans le milieu éducatif d'autre part, sur le plan de l'éducation physique, à aller au-delà de la binarité. Il y a une nécessité de reconsidérer les catégories d'analyse, les catégories de classification, pardon, excusez-moi, pour émanciper les individus et les élèves de leurs assignations identitaires. Là, vous avez parlé de cet élève fille de religion musulmane qui a pu être discriminée dans ses choix d'orientation. Donc, ces croisements, en tout cas, des catégories d'analyse dans les travaux, voilà, sont sur ce registre-là. Hein, quelle est l'application qui peut en être faite, hein, dans le quotidien des établissements scolaires? Eh bien, c'est l'idée de générer, de trouver, d'identifier, de créer de nouvelles catégories de classification. Hein, et en effet, alors vous avez donné ensuite l'exemple, dans le milieu fédéral, il y a des compétitions non mixtes, il y a des compétitions mixtes. On sépare les hommes et les femmes en général, mais par exemple, si l'on considère les activités de combat, judo par exemple, eh bien, il y a aussi des catégories de poids, hein, d'accord? Donc on peut aller vers ces catégories, ces croisements. Anaïs Bouillon, par exemple, dans le cadre de l'athlétique, dit plutôt que de distinguer les hommes des femmes, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des compétitions qui seraient fondées, enfin, qui distingueraient les athlètes sur la base du taux de testostérone, par exemple, puisque Caster Semenya, intersexe, finalement, s'est avéré que biologiquement, elle avait un taux de testostérone plus élevé que la moyenne des femmes. Donc voilà, tout ça pour dire que l'ensemble des travaux, enfin, ce que l'on peut en retenir, moi, ce que j'en retiens dans le cadre de possibles applications pratiques, c'est une invitation à reconsidérer cette binarité et donc à aller un peu plus loin, enfin, être un peu plus complexe, plus proche de la réalité du point de vue des catégories de classification. Et comme je vous disais, hein, l'exemple le plus flagrant, mais qui a toujours existé, c'est qu'une fille sportive en dehors du cadre scolaire réussira mieux dans le cadre scolaire qu'un garçon non sportif en dehors du cadre scolaire. Et ben, ne serait-ce que là, quelle justification après cela on a de séparer les garçons et les filles? Enfin, les choses sont plus complexes que cela. Et je ne sais pas s'il y avait une autre. Alors, Non, l'histoire voilà, du Vendée Globe, peut-être, enfin, entre la voile, sport physique, Vendée Globe est mixte, alors que le tennis de table est plus technique que physique, alors physique et non mixte. Et quelqu'un a rajouté aussi, et les sports cérébraux échecs, y a-t-il officiellement des compétitions mixtes? alors, j'ai pas que, alors, je ne saurais pas répondre, vous avoue, sur
les sports d'échecs, j'aurais tendance à pencher vers la mixité, mais ça mérite vérification. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, la dynamique vers des compétitions mixtes ou non mixtes dépend aussi de l'héritage sexué et de l'histoire de ces différentes disciplines sportives, de ces différentes fédérations. Ces différentes fédérations. Et là, je pense que voilà, on aura toujours une dynamique du point de vue temporel, du point de vue chronologique différente selon les fédérations en fonction des représentations sexuées de la discipline. Je vais vous donner l'exemple du rugby, sport physique, brutal par excellence, qui s'est ouvert tardivement aux femmes par rapport à d'autres disciplines. On peut, bon, voilà, les compétitions mixtes sur le Vendée Globe, des compétitions séparées lorsque. En fait, il y a ces représentations des pratiques physiques, brutales, et collectives d'opposition voilà, où les femmes sont moins bienvenues que les hommes. Mais en tout cas, quelle que soit la discipline sportive, on peut s'accorder aussi sur le fait qu'il existe une tension à résoudre plus grande pour elles que pour eux. Et cette tension que les femmes doivent résoudre et que les hommes n'ont pas à résoudre, c'est la suivante. Est-ce que l'on peut être femme, féminine et performante en même temps? Eh bien, l'histoire des femmes dans le sport montre que la performance des femmes, c'est souvent accompagné d'une mise en doute de leur féminité. D'accord? Ils sont valorisés, même aujourd'hui dans les modèles, la féminité des femmes sportives. Je pense à une campagne qui a été réalisée, c'était au moment des Coupes du Monde dans le cadre du football, et notamment des premiers parcours qui ont été médiatisés de l'équipe de France de foot femmes. Il y avait une campagne publicitaire qui avait été réalisée où les femmes posaient à demi-nues, avec les poitrines cachées, mais c'est ce que l'on voyait. C'était une grande affiche qui était comme ça, là, je crois que c'est en 2009, écrit en tout petit à droite. Il était noté: faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir jouer? Et donc, c'est révélateur de cette tension entre être performante, oui, mais être féminine parce que je suis une femme. Cette question d'être masculin parce que je suis un homme ne se pose pas, puisque la performance est dans les représentations, dans le sens commun, et positionnée du côté des hommes. Donc, en tout cas, voilà ce que je veux vous dire avec cette nécessité, en tout cas, de distinguer en effet les différentes fédérations et les différentes disciplines, puisqu'il existe une histoire propre à chacune de ces fédérations et à chacune de ces disciplines. Alors, un élément pour les compétitions d'échecs, quelqu'un dit, il y a 15-25 ans, la France était nettement en retard sur la Pologne du point de vue mixité. Voilà. Ensuite, en question, dans la logique que vous avez évoquée, pensez-vous que les épreuves d'athlétisme doivent être mixtes? Alors, fausse égalité. Ensuite, l'autre question, c'est tous les auteurs que vous citez le sont sans aucune mention de sexe. Alors, est-ce que c'est un principe d'égalité ou la préoccupation de mixité est-elle dans les travaux majoritairement le fait d'auteurs femmes? Alors, c'est une bonne question. Alors, je sais pas, vous avez parlé tout à l'heure de Michel Perrault. Alors, Michel Perrault, instigatrice de l'histoire des femmes et du genre. Est-ce qu'il faut être une femme dans le cadre scolaire pour parler de la mixité, de l'égalité filles-garçons? Bon, bah, par exemple, je suis la preuve qu'il voilà, n'y a pas forcément nécessité d'être. On peut questionner ces éléments-là, quel que soit le sexe. Je n'ai pas parlé, mais j'aurais pu parler des travaux de Gaël Pasquier, notamment. C'est vrai que je vous avoue que ce n'est pas une question que je me suis posée, mais c'est une bonne question. Alors, je n'ai pas compris la question. La question sur la mixité et la fausse égalité, je ne sais pas si… La personne qui a posé la question peut-être prendre la parole et pour mieux expliciter la question. Jean-Louis, c'est toi qui as posé la question. Donc, peux-tu prendre la parole pour expliquer un peu mieux la question? C'est-à-dire une question naïve exprès, mais si vous arrivez à
faire des épreuves mixtes en disant, bon, ben voilà, on fait une seule épreuve femmes-hommes. C'est un peu ce que je vous avais dit pour le CAPEPS. Vous risquez actuellement d'avoir 50 hommes en tête de l'épreuve, et ça sera à l'encontre du but recherché. En athlétisme, de dire que voilà, demain on fait des Jeux olympiques où il n'y a plus qu'une épreuve mixte. C'est très beau comme ça en principe, mais après, dans la réalité, il faut quand même voir les choses. Vous allez trouver 50 hommes devant dans le classement de fait. Donc vous aurez en fait créé une fausse égalité. Voilà, il faut quand même les problèmes sur la réalité d'une certaine situation. Merci pour cette question. C'est pour ça qu'en effet, les réflexions sur l'égalité se poursuivent. Il y a une difficulté, en tout cas, dans toutes ces réflexions. C'est que les questions qui tournent autour de l'égalité, puis si on suit là, le sens de mon propos, il y a l'idée de sortir de cette binarité, un peu de s'émanciper des assignations sexuées. Sauf que les réflexions reviennent toujours à cette question binaire, femme-homme. Je pense vraiment que l'une des pistes, enfin, si je me suis bien fait entendre, j'espère, c'est d'essayer de raisonner au-delà du femme-homme, au-delà de cette binarité fille-garçon. Et donc, l'une des pistes, c'est peut-être de considérer les différences en situation. Alors, je pense que pour les pratiques, dans le cadre de pratiques scolaires, vous parliez de l'athlétisme. La proposition d'Anaïs Bouillon, ce n'est pas de raisonner de faire des compétitions mixtes femmes-hommes, c'est de faire des compétitions mixtes du point de vue de la différence des taux de testostérone, par exemple. Comme en judo, ce n'est pas l'idée de faire des compétitions mixtes femmes-hommes, mais c'est peut-être de raisonner du point de vue des critères de poids, d'accord, entre les individus. Donc, il y a l'idée, en fait, de sélectionner, d'entrer dans le problème, mais par la bonne porte. Par la bonne porte, puisque peut-être que sur certaines activités, c'est la mixité femmes-hommes ou filles-garçons qui peut être privilégiée de manière binaire, mais sur d'autres, il peut y avoir d'autres critères dans le cadre scolaire, pratiquer ou non une activité sportive en dehors de l'école, par exemple. Et l'une des difficultés pour les profs de PS, pour essayer de sortir de cette binarité, c'est d'essayer de considérer ces différences en situation, et donc d'aller vers du micro. Alors, j'ai envie de vous dire que les pratiques d'une égalité sans condition, pour reprendre les termes sans condition de performance de la différence des sexes, pour reprendre les termes de Réjeanne Sénac, restent à inventer. Si j'avais la solution, je la donnerais à tous les enseignants et ce serait réglé. Mais j'aime bien dire une chose aussi aux étudiants, puisque souvent, et notamment aux futurs profs de PS, qui me renvoient, oui, voilà, on est en train de… Votre propos est favorable aux questions à la mixité, au regroupement des filles et des garçons, mais sauf que dans la réalité des faits, en effet, moi, mes garçons courent plus vite. Si je mets mes garçons et mes filles ensemble, les filles sont invisibilisées dans le jeu. Alors, c'est un axe de travail. L'éducation physique et sportive, ou comme les autres, en fait, chacun a à son niveau un levier à activer. Moi, j'ai envie de leur dire qu'il y a eu une question tout à l'heure sur la cour d'école. Que montrent les travaux en sociologie de l'éducation? Les travaux en sociologie de l'éducation, les travaux de sociologues plus largement, montrent que dans l'espace scolaire, dans la cour de récréation, ce sont les garçons qui occupent le centre de l'espace, courant à droite, à gauche, se poussant, se bousculant, tombant, jouant avec le ballon, et que les filles sont renvoyées à la périphérie de l'espace et renvoyées à des jeux moins dynamiques, plus sages, plus calmes, pour éviter tout problème. Sauf que là aussi, il y a des apprentissages moteurs qui se jouent, il y a des apprentissages sociaux qui se jouent. Alors moi, ce que je réponds à mes étudiants quand ils me disent « Oui, mais bon, dans la réalité des faits, quand je vais mettre mes garçons et mes filles ensemble, voilà, le garçon va courir plus vite et va gagner la course par rapport à la fille. » Et je leur réponds « Oui, mais si depuis le plus jeune âge, chacun à son niveau activiez des leviers différents, je vous ai parlé des parents et des pères et des mères qui qualifiaient différemment leur enfant, quel que soit leur sexe, on peut imaginer que du point de vue physique et physiologique, les choses ne soient pas si évidentes que cela. Alors peut-être qu'il y aura encore des écarts, mais ne soient pas aussi évidentes que cela au moment scolaire et plus largement
au moment des compétitions fédérales. Un certain nombre de travaux aussi, hein, dans le cadre du sport. La quantité et la qualité de l'entraînement jouent sur la performance sportive. Et sur ce registre, eh bien, les femmes partent avec un temps de retard par rapport aux hommes. Donc voilà, on peut de la même manière questionner cette évidence aujourd'hui des écarts de performance entre les hommes et les femmes. Et ne serait-ce que dans le cadre scolaire, je vous le dis encore une fois, une fille sportive réussira mieux qu'un garçon non sportif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans une éternelle féminité, enfin, biologiquement inscrit dans le corps des filles ou des corps des garçons. Ok, alors je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on approche de l'heure de midi, donc on va vous libérer. Un très grand merci pour votre intervention. Je propose qu'on rallume les micros et peut-être qu'on applaudisse M. Serzaili pour son intervention et sa présence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation et pour toutes les questions. C'est vraiment intéressant. Et du coup, je regrette de ne pas avoir cette demi-heure supplémentaire pour poursuivre les échanges. Vraiment. Nous aussi, nous aussi. Vraiment. Nous aussi. Merci beaucoup encore, Loïc. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Bon, vous faites des frustrés. Voilà, c'est Voilà. tout. Merci. Alors, on va être frustrés. On va se quitter. On va se quitter frustrés, mais ravis aussi de cette opportunité du week-end qui démarre. Donc voilà, ça va équilibrer la frustration avec plein d'activités à venir. Très bien. Merci à tous d'être venus. Et puis, comme vient de le dire M. Serzaili, très bon week-end. Oui, et à la prochaine séance, puisqu'il en reste une samedi prochain. C'est ça. Et ça sera sur la parité cette fois-ci. Voilà. Merci. Belle fin de semaine à tous et à toutes. Bon voyage. Merci. Au revoir. Au revoir.